Voilà, les entreprises publiques, on a suivi des nominations par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, l'on constate un certain dysfonctionnement entre le comité d'administration ainsi que la direction générale dans certaines entreprises et dans d'autres, on constate les cumuls des fonctions. Nous allons essayer d'analyser ces thématiques avec M. Pascal Louanger. Bienvenue. Merci pasteur, moi je vais vous appeler comme ça, entre confrères. Oui. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Je crois que nous saurons faire la gymnastique pour analyser cette thématique si importante qui concerne le fonctionnement de nos sociétés, des entreprises, parce que si elles fonctionnent normalement, la conséquence est réelle, c'est nous qui allons nous retrouver. S'il y a dysfonctionnement, alors il faut imaginer comment nous allons souffrir. Donc le souhait est que ces sociétés d'État fonctionnent normalement. Et voilà, on est là pour donner un point de vue pour que ça... Est-ce qu'il y a un problème au niveau des castings du chef de l'État ou il y a un problème tout simplement peut-être de la méconnaissance des textes? Non, je crois qu'il y a un problème d'homme en même temps. L'homme congolais, à ce jour, je ne sais pas aussi trop généraliser, mais en tout cas, il y a une bonne fourchette qui ne mérite pas, en tout cas, occuper certaines fonctions d'État. Le cas, par exemple, de Géfrem, parce que vous avez évoqué cette question-là, là, c'est un problème de sélection. N'est-ce pas, si il est lui-même DG, il est lui-même administrateur. Oui, là, c'est une difficulté parce qu'on ne peut pas envoyer une seule personne à plusieurs endroits, comme si on manquait d'autres cerveaux pour servir l'État. Et alors, à ce moment-là, je ne sais pas comment on a pu proposer cela au chef de l'État, mais c'est pas tard de pouvoir revoir rapidement pour corriger les choses. Mais là, est-ce que les services du chef de l'État fonctionnent? Est-ce qu'il n'y a pas une défaillance de ce côté-là? Parce que quand on vous propose les noms des nominés, vous devez certainement étudier chaque nom, savoir est-ce qu'il a été repris, est-ce qu'il y a des fictifs, il y a des personnes mortes ou des personnes vivantes, tout ça. Oui, effectivement, c'est dans la composition de l'équipe qu'on doit faire ce travail, ce n'est pas au chef de l'État de faire ce travail. Vous allez vous en souvenir, à l'époque de Joseph Kabila à son temps, on avait même vu sur l'ordonnance un décédé. Le débat était engagé à l'Assemblée nationale, à l'époque c'était Gizenga qui était Premier ministre. Et donc ce n'est pas le problème du président de la République, parce que lorsqu'on l'amène le dossier sur la table, il suppose qu'il a été, en tout cas, bien traité par ses collaborateurs, alors c'est normal qu'il appose la signature. Donc moi je pense ici, c'est les collaborateurs. La preuve, c'est que vous voyez comment Nombré quitte maintenant la présidence, dans quelles conditions, parfois d'une manière très honteuse, simplement parce qu'ils n'ont pas été appelés à pouvoir occuper de telles fonctions. Malheureusement, ils sont allés jusqu'au sommet de l'État. Et aussi à certaines entreprises où c'est le ministre des tutelles qui a une mise là, avec les directeurs généraux. Et les directeurs généraux se permettent d'être tout puissants. Dans certaines entreprises, il y a des gens qui citeraient, par exemple, l'OCC et tant d'autres. On trouve que le directeur général est très puissant que les autres administrateurs. Le cas de l'OCC interpelle parce que c'est directement le ministre aussi qui est cité, Jean-Lucie Boussa, que je salue ici, qui a trop parlé. Je pense qu'il doit imprimer la différence à travers les actes qu'il prend. Mais c'est quoi le problème en réalité à l'OCC? C'est que il y a eu d'abord un premier conseil d'administration qui a été organisé. Vous savez, le conseil d'administration composé du président du conseil, des administrateurs, le directeur général et le directeur général adjoint également font partie du conseil d'administration. Ils organisent le premier conseil le 14 juillet 2023. Et lors de ce conseil, on a eu certains paramètres qu'on a appréciés pour la mise en place. La mise en place des directeurs de province, la mise en place des chefs de département, la mise en place des chefs d'antenne. Et parmi les griefs, je prends par exemple le cas de Kinshasa, il y a certains matériels que l'Union européenne avait fait un don pour le laboratoire, mais ce matériel n'a jamais été utilisé à bon escient par les responsables de ce département. Et finalement, le matériel est tombé obsolète. Alors, lors du conseil, on a évalué la question, on avait estimé que de telles personnes ne peuvent pas occuper des fonctions, il fallait maintenant les faire déplacer. On va au Congo central et on va constater qu'il y a des conteneurs qui entraient jusqu'à Kinshasa sans être contrôlés, sans être ouverts. Imaginez, pasteur, lorsqu'il s'agit de l'OCC, c'est dangereux pour la population. Et voilà pourquoi, lors du conseil, en tenant compte de ces paramètres, on va faire une mise en place que moi je qualifie intelligente.
Et dommage. Avec tous les comités d'administration. Avec tout le comité d'administration, tout le monde était là. Et finalement, c'est le PCA qui va se déplacer. Je comprends parce que c'est un politique. Généralement, les PCA sont des politiques. Il se déplace à Ilebo pour déposer sa candidature. Pendant qu'il va en déplacement, et pourtant, après le premier conseil, juste après la tenue du premier conseil, le PV a été dressé, on a envoyé au ministre, qui a apprécié, il n'y avait pas de problème. Et j'imagine, c'est lui, le ministre, qui a autorisé que le PCA fasse le déplacement. Et aussitôt qu'il fait le déplacement, on instruit maintenant aux autres qui sont restés de pouvoir tenir le conseil. Or, quand le PCA s'est déplacé, il avait laissé l'intérim à une dame, une administratrice, enfin si on veut l'appeler administrateur aussi, c'est pas mauvais, et on instruit qu'elle tienne, qu'elle convoque le conseil. Mais vous savez, lorsqu'on expédie les affaires courantes, le pouvoir est limité. La dame a estimé qu'elle n'est pas sa compétence. Comment on peut faire des choses à l'insu du PCA qui n'est pas à l'extérieur du pays et pourtant il est à l'intérieur du pays, on peut l'appeler, il peut revenir rapidement. Parce que la dame n'a pas consenti. Alors maintenant, il fallait influencer d'autres. On va organiser son conseil. On l'a imposé de venir participer au conseil. Elle est allée participer au conseil. Le 26, qu'on va organiser son deuxième conseil là. Et le 27, le PCA était déjà ici. Il rentre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Le 26, on tient le conseil. Le même 26, il faut un PV. Notamment, on va commencer maintenant à rédiger les actes de notification. Et pourtant, à l'insu du PCA. À l'insu du PCA, et pourtant il est arrivé le 27. Et dans ces actes-là, vous ne verrez pas la signature de la dame qui expédiait les affaires courantes parce qu'elle a refusé. On n'a pas scellé, il n'y a pas de sceau. Et voilà, on a délivré des actes comme ça. Voilà pourquoi moi je dis. Quand les syndicalistes m'ont saisi, ils ont déploré d'abord, le manque de la maîtrise de l'administration. On revient à la problématique comme nous l'avons évoqué, par les gestionnaires au quotidien, c'est impensable directeur général. Dans cette mise en place en question, on trouve des gens qui auront la retraite probablement à la fin de cette année, occupent des fonctions maintenant, et alors que dans la société, il y a des responsables, des têtes pensantes qui n'ont pas de fonctions, ils sont dans les couloirs. Mais comment alors des gens qui sortent bientôt en retraite, vous leur confiez des responsabilités? Et le troisième grief, c'est que on ne peut pas comprendre qu'on a eu le premier conseil qui a été réfléchi intelligemment avec la participation de tout le monde. Et finalement, on ne respecte pas les actes de ce premier conseil, mais on va maintenant au deuxième conseil parce que selon les syndicalistes, ils ont reçu une certaine influence conditionnée par le ministre pour que cela soit organisé. Alors, moi je propose, parce que les syndicalistes m'ont dit, ils ont saisi et le Premier ministre et la présidence, et les documents sont restés, alors qu'il est plus intelligent pour avoir un bon climat de la société à son jour. D'abord pour le PCA lui-même, de pouvoir convoquer notre conseil. Le PCA? Oui, pouvoir convoquer notre conseil. Est-ce qu'il a une même mise sur le conseil d'administration? Mais c'est lui le président du conseil. Oui, mais parce que si il est là, toutes les décisions ou toutes les réunions ont été tenues à son insu, c'est qu'à un certain temps, il a perdu une même mise sur le conseil d'administration. Nous ne devons pas encourager cela, nous devons décourager, nous devons dire au ministre, lui est politique qui gère le cabinet. Ceux qui sont dans la technicité pour gérer la société, ils doivent gérer la société. Ils doivent avoir des mains libres. Alors, parce qu'il y a cette cacophonie qui crée malheureusement un mauvais climat social au sein de la société. Je crois qu'il est de bonne intelligence de la part du président du conseil d'administration de convoquer un conseil, maintenant apprécier si on veut intégrer certains éléments du deuxième conseil que je trouve de manière irrégulière qu'elle a été convoquée. Le premier conseil, ces résolutions sont là et on établit les actes de notification, ça ne va pas traîner, je crois. 1-2 jours, on aura terminé et à ce moment-là, on va ramener la paix. Mais laisser les choses dans ces conditions, je crois que ça crée un déséquilibre, je veux le dire. D'ailleurs, c'est un dysfonctionnement d'un côté entre le président du conseil d'administration et... Il est de quel parti politique? Je ne connais pas trop son parti politique. Alors, il s'appelle Ndambo Fortuna. Vous ne voyez pas que... Voilà. Mais je dois rappeler ici que c'est un ancien syndicaliste de l'OCC. Je m'en souviens à l'époque, j'ai couvert les activités là-bas. On est en train de constater dans beaucoup d'entreprises, il y a cette guerre-là. Oui. Peut-être si le PCA est de l'UDPS, le DG serait peut-être de la FDC, et cette guerre continue. On ne sait pas peut-être est-ce que... Bon, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait? C'est que
qu'il y ait ces bras de fer inutiles pendant ce temps? Vraiment, ça c'est un concept qui convient. Inutile. Inutile parce que lorsque le travail a déjà été fait, mais la moindre des choses était de notifier parce que tout le monde a consenti, tout le monde a été d'accord. Il cacherait quoi? Vous imaginez, pasteur, à quelques jours des élections, vous savez, à chaque fois lorsqu'on parle de l'insécurité à Kinshasa, la porte dangereuse, c'est celle de Matadi. Vous allez vous en souvenir, à 98, quand le M23, enfin, qu'est-ce que je dis? Quand les Rwandais sont entrés jusqu'à Kinshasa ici, ils sont passés par là. Alors, si on ne sait pas sécuriser, si on a des agents qui facilitent l'entrée de matériel de l'OCC non contrôlé, mais c'est très dangereux en cette période. Et alors, lorsque le comité, sinon le conseil, a réfléchi de manière délibérée, de manière consensuelle, de manière engagée sur une telle question, je pense que ce sont des résolutions qu'on devrait d'abord prendre au sérieux. On ne peut pas, peut-être parce que mon frère, on ne l'a pas mis quelque part, et moi j'ai l'autorité politique, je vous oriente pour que les choses se fassent autrement. C'est là le problème. Et voilà pourquoi il est bon, il est intelligent ce jour, pour calmer la tension. Je vous rassure qu'il y a la tension, parce que quand vous échangez avec les syndicalistes, vous allez ressentir cette tension. Pour calmer la tension, il est bon aujourd'hui de revenir, n'est-ce pas, premiers actes du premier conseil pour que les agents se calment. Voilà, pour que les agents se calment. Alors, vous ne voyez pas que cette situation risque certainement d'envenimer les climats de travail au niveau, au sein de ces entreprises. Mais effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas loin de chez vous ici, question de traverser juste le pouvoir, vous arrivez à la direction générale, vous jaugez le climat, vous échangez avec les agents et vous allez sentir ça. Ils sont mécontents. La crainte maintenant, parce qu'il y a un certain dysfonctionnement, les agents commencent à avoir peur que d'ici quelques temps, on risque de connaître des impaiements, des arriérés. Vous savez, il y a eu un moment à l'OCC, des grèves, des sit-ins, des manifestations de temps en temps, pratiquement chaque jour, on partait couvrir. Mais les efforts ont été fournis. Aujourd'hui, il y a un peu de la calmie. On ne peut pas les ramener à ce temps où ils s'agitaient parce que simplement, on ne sait pas les prendre en charge normalement. Il y a des mises en place qui posent des problèmes, en toute réalité. Des mises en place au niveau de l'ECC. Justement, qui posent problème. Et qu'il y aurait même certaines irrégularités qui sont contestées là par les agents. Oui, mais c'est contesté. Et si vous voulez comprendre le climat de la société, il faut échanger avec les syndicalistes. Ils vous disent, mais comment? Qu'il ait la peine qu'il intègre la société, on l'envoie à tel endroit. Ah, mais comment ça? Et pourtant, il y a des fonctions chez eux qu'on appelle les fondés de pouvoir, les sous-directeurs, ils sont là, tout ça. Mais ils n'occupent pas de telles fonctions. Mais à peine qu'il vient aujourd'hui, comment il peut? Ils vous disent des choses. C'est pas trop politisé là. Mais c'est trop politisé. Politisé en même temps, parce que vous savez, je dénonce de temps en temps qu'il ne faudrait pas qu'on nomme dans nos entreprises et les politiques. Il faut les expérimenter, ceux qui ont l'expertise technique dans le domaine, on peut les envoyer. Mais lorsque vous prenez Pascal qui est président d'un parti politique, Pascal qui est tel, vous l'envoyez comme directeur général, mais je veux faire la politique là-bas. Envoyez-moi conseil d'administration, envoyez-moi administrateur. Et là, c'est normal parce que c'est la boîte de politique. Mais si vous m'envoyez directeur général adjoint, je ferai la politique. Alors, pour dépolitiser nos secteurs, nos sociétés, nos entreprises, nous devons tenir compte de cet aspect. Vous verrez que même la manière de gérer ne sera pas de la même. Alors que le président vous l'avez bien dit, parce que d'un côté, il y a le ministre qui est président d'un parti politique, j'imagine, qui voudrait mettre aussi... ne partage pas l'aspiration politique fondamentalement avec l'équipe du Conseil. Et là, il peut voir des choses autrement et chercher maintenant des crocs à jambe. Alors, des crocs à jambe, la situation telle qu'elle est présentée aujourd'hui au niveau de l'OCC, où il y a ces bras de fer entre le DG ainsi que le PCA, c'est quoi les vœux maintenant des syndicalistes? Soit qu'on change l'équipe, la direction générale. Ah, mais ils sont allés jusque-là. Parce que lorsqu'ils ont saisi la primature, ils ont saisi la présidence, mais je crois qu'ils ont articulé de cette manière-là. Si leurs ententes ne sont pas rencontrées, il y a danger que les ordonnances subissent un choc à
partir de la hiérarchie. Et donc, moi, je pense, pour eux, le premier souhait, c'est qu'on revienne aux premiers actes du Conseil tenu le 14 juillet 2023, qu'on notifie les gens, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça c'est un. Des deux, qu'on revoie dans ces actes la nomination, surtout de ceux qui, dans quelques jours, iront en retraite. Ce n'est pas important, alors que les têtes actives de la société sont encore là, nombreuses, n'ont pas encore de fonctions. Il faut plutôt les envoyer pour gérer les antennes de la société à travers le pays et, en fait, tenir compte des compétences lorsqu'on donne des responsabilités. Ça, c'est les syndicalistes qui vous disent. Et voilà, moi, je complète et je dis, il faut éviter ça parce qu'aujourd'hui, il y a une tension. Pour calmer cette tension, en toute réalité, c'est mettre en cause pratiquement, ça c'est mon souhait, les résolutions du deuxième conseil. Un conseil qui a été convoqué dans l'irrégularité, parce que ne peut convoquer le conseil d'administration que le président du conseil d'administration. Au besoin, je ne sais pas si ça s'est permis, la personne que lui a mandaté. Mais dans le cas d'espèce, l'intérim ayant des responsabilités limitées, comme lui n'avait pas donné son pouvoir à l'intérimaire, et je ne vois pas ce conseil être accepté comme tel parce qu'il a été convoqué dans l'irrégularité. Même les actes de notification qui sont élaborés, pendant que le PCA est là, la moindre des choses, c'est soumettre cela devant son appréciation. Mais on ne le fait pas parce que simplement, ils savent qu'il va bouder du fait qu'il n'a pas été associé dans la convocation du conseil. Alors maintenant, est-ce que pourquoi aussi il y a un problème? Tous ces politiques-là, tous ces PCA, les billets, la plupart ce sont des candidats. Pourquoi une démission? Non, mais PCA, le problème, c'est qu'il faut revoir le gouvernement. La plupart des PCA sont députés nationaux, sont sénateurs, sont présidents d'un parti politique, ils cumulent comme ça, et j'ai toujours plaidé pour qu'on change un peu. Aujourd'hui, on a vu, je crois, c'est le décret du Premier ministre, avec les ajustements des salaires. Alors, comment quelqu'un qui aura d'un côté, en tant que PCA, au moins 30 000 $ américains, de l'autre côté, il est député national, il est sénateur. Non, il faut revoir. Donc, cette dimension... Donc, il a 21 000, 31 000. Donc, par mois, il a 50 000 par mois. C'est trop. C'est trop. Alors, 2 mois, 100 000, et pour lui, 4 mois, c'est une affaire de 200 000. Et voilà pourquoi je pense que malheureusement, la question, il faut encore la renvoyer à l'Assemblée nationale pour appréciation. C'est les mêmes qui ne voudront pas ouvrir cette boîte parce que ce sont eux qui sont envoyés PCA et administrateurs, ainsi de suite. Donc c'est une question qui est un peu compliquée, mais pour nous autres, il est souhaitable que lorsque vous êtes PCA, lorsque vous êtes administrateur, vous ne pouvez plus occuper d'autres fonctions. Soit vous partez, c'est comme lorsque vous êtes ministre, enfin vous êtes député, on vous nomme ministre, vous ne serez plus député. Normalement. Vous partez comme ministre, vous allez servir l'État, c'est simplement parce qu'ils se sont protégés entre eux. Lorsque vous ne serez plus ministre, vous pouvez retourner maintenant à l'Assemblée nationale. Ça allait être autant lorsqu'on vous nomme comme directeur général, lorsqu'on vous nomme comme PCA, lorsqu'on vous nomme comme administrateur. Parce que c'est la caisse qui vous paye. La caisse de l'État ne peut pas vous payer deux fois. Et pourtant, les autres n'ont à peine que 1 000 francs, 2 000 francs. C'est un déséquilibre social, c'est pas normal. déséquilibre social. Merci beaucoup. Mais il y a une question importante. Allez-y. Et ça, j'aimerais prochainement qu'on en parle. Parce que je suis intervenu autant de fois sur la proposition en rapport avec le mandat, très précisément du président de la République. J'ai toujours souhaité qu'un président ait un seul mandat, mais de 10 ans. Mais ma proposition aujourd'hui est récupérée par les politiques, entre autres ici, Isidore et le parti de Sami Badiba. Mais la motivation, ils n'ont pas. Moi, ma motivation, c'était à quel niveau? Je dis, en Afrique, généralement, lorsqu'on est élu président pour 5 ans, on a la possibilité d'être réélu. Les cas qui n'ont pas rempli cette condition sont moindres. Alors, si c'est ainsi, c'est mieux qu'on donne 10 ans. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans le mandat de 5 ans, vous allez vous rendre compte dans le contexte de la République démocratique du Congo, nous perdons 2 ans de discussion. La première année, c'est pour les contestations électorales, et ainsi de suite. Et l'année passe. La dernière année, c'est la préparation des élections. Et celui qui est élu n'a le temps de travailler que pendant 3 ans. Or, si nous mettons 10 ans du coup, on aura perdu 2 ans
et il aura au moins 8 ans de travail. Mais si nous gardons le mandat 55 ans, il a 10 ans, mais 55 ans, on aura perdu 4 ans et il n'aura travaillé que pendant 6 ans. Question d'apprécier qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser le temps, donner le temps à la personne qui est élue pour bien travailler. Voilà pourquoi j'ai proposé 10 ans. Mais aujourd'hui, que ce soit le professeur qui revient, qui parle de 9 ans, que ce soit le camp du parti politique de Sami Badibanga qui revient sur mes propositions de 10 ans, mais personne ne sait me citer. Et ça, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Il faut savoir dire que nous avons eu cette idée de la part de tel monsieur parce qu'il a fait de telles propositions. Mais mes arguments sont pertinents parce qu'en toute réalité, nous perdons beaucoup de temps. Quand vous regardez le temps du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vous allez vous rendre compte qu'il n'aura travaillé que pendant 3 ans. Les deux autres là, c'est dans des discussions parfois inutiles. Voilà. Et c'est parti comme ça. Voilà, ça c'est un débat. C'est un débat. Alors, les Congolais doivent certainement réfléchir par rapport à ça. Ça nécessite. Voilà, c'est beaucoup. Bon, il y a d'autres qui parleraient d'hommes, il y a un problème d'hommes, tout ça. Le problème d'hommes. Parce que si vous changez par exemple 10 ans, vous allez vous rendre compte que la personne va faire 8 ans, arriver à la 8e année ou bien 9e année, il change encore la constitution. Ouais. Là, le mal. Donc ça va continuer, donc c'est compliqué. Là, le mal des Africains, oui. Mais on peut voir comment verrouiller définitivement pour qu'on ne touche pas à cela. Nous avons l'article 220 aujourd'hui qui verrouille le mandat. C'est pas les toucher. On a revisé la constitution en 2011 et vous avez suivi la chanson des opposants, c'est qu'ils ne touchent pas à mon 220. Donc il y a des articles verrouillés dans la constitution, il y a des articles souples. Mais si on peut prendre cette disposition comme une disposition qui ne peut pas être touchée, quelles que soient les conditions, et à ce moment-là... Et là, le président de la République fera 10 ans plus de 5 ans, ça fera 15 ans. Non, je ne sais pas comment on va les choisir ou comment. Si vous avez le mandat de 10 ans, c'est carré, au bout de 10 ans, vous partez. C'est suffisant. Hein? C'est suffisant. Vous gérez le pays pendant plus de 8 ans. Et vous aurez au moins 8 ans d'exercice normal pour réguler correctement les institutions, pour remettre le pays dans les rails et avancer. Et avec nous autres, là, vous voyez, pas longtemps, on avait le débat ici sur qui a été élu, qui n'a pas été élu, entre le président de la République et Martin Fayoulou, pas très longtemps, pasteur. Et bientôt, le même débat, enfin, maintenant, là, le même débat avait commencé. Le temps que nous avions eu à faire le travail pour l'intérêt de la nation, c'est lequel? Voilà, merci. Voilà, une bonne réflexion. En tout cas, merci. Merci donc, les débats est ouvert. Il est ouvert. Il est ouvert, il est intelligent. Voilà, il est intelligent. On attend les avis des uns et des autres sur ces débats. Nous allons parler cette fois-ci de l'état de droit, quid de l'exécution forcée dans certaines décisions. Tout de suite avec Guylain Tempo. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Ce que l'on entend est souvent différent.